journal du week-end. Mesdames, Messieurs, bienvenue au sommaire de cette édition. Burkina Faso, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, a été sommée de quitter le pays. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur dans un communiqué publié le vendredi 23 décembre 2022. Et puis du côté de la Libye, conflit politique, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue, à assurer le calme sur le terrain et à accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment à un cadre constitutionnel conduisant bien sûr à des élections. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du grand journal du week-end que nous débutons justement avec cette note qui nous vient tout droit du côté du Rwanda. Eh bien, le Rwanda vient d'accorder 24 heures à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et 72 heures à ceux de la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne et les États-Unis de quitter son territoire suite à la levée du régime de notification d'achat et de livraison d'armes de la République démocratique du Congo. En effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin mardi à la procédure de notification préalable en cas d'achat d'armes et de matériel militaire de la République démocratique du Congo, dont justement la façade orientale est contestée d'une centaine de groupes armés locaux et même étrangers. Présentée par la France, la résolution 2667 a été votée à l'unanimité par les pays membres de l'organe même suprême des Nations Unies qui a déclaré reconnaître la situation sécuritaire précaire sur le terrain en République démocratique du Congo. Eh bien, rappelons que depuis 2003 déjà, les fournisseurs d'armes étaient dans l'obligation de notifier les États, donc j'y arrive, les Nations Unies en cas bien sûr d'achat et même de tout type d'armes d'un calibre allant jusqu'à 14,2 mètres, des mortiers d'un calibre allant également à 82 mètres, des lance-grenades et même des lance-roquettes d'un calibre allant jusqu'à 107 mètres et de leurs munitions respectives ainsi que des systèmes portables de défense anti-aérienne et même des systèmes de missiles guidés d'anti-chars selon la résolution. À présent, du côté du Burkina Faso, la coordonnatrice résidente même des systèmes des Nations Unies au Burkina Faso, notamment Barbara Manzi, donc sommée de quitter le pays dans l'immédiat. Eh bien, c'est du moins ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération nationale et des Burkinabés de l'extérieur dans un communiqué publié le vendredi 23 décembre 2022. Nous vous proposons d'écouter ce reportage. Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, a été déclarée vendredi persona non grata sur le territoire du Burkina Faso et sommée de quitter le jour même le territoire burkinabé, a annoncé dans une correspondance le ministère burkinabé en charge des affaires étrangères. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Note le ministère, sans toutefois donner plus de détails sur les motivations de ces décisions. Confrontée à une crise sécuritaire alimentée par des attaques terroristes depuis 2015, en plus des actions internes de reconquête du territoire, le Burkina Faso s'est également engagé à diversifier ses partenariats dans le domaine militaire, ceci afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Le 3 décembre courant, le gouvernement burkinabé a décidé la suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national à cause des manquements et surtout d'espionnage constatés dans le travail de ce média, selon un communiqué officiel. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, 2 citoyens français ont été interpellés pour activité d'espionnage et ont été immédiatement expulsés du territoire burkinabé, a annoncé l'agence d'information du Burkina, citant des sources bien informées.
Et puis justement, à ce sujet, la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Bouamba, nous donne donc dans cet extrait plus d'éléments de précision concernant justement cette information. Je vous propose d'écouter. On a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York qui nous fait cas d'un appel téléphonique et du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara justement prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois. Et Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion parce qu'elle va à Djibo et revient comme elle le veut. Alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sont là les raisons données par la ministre sur la chaîne nationale du Burkina. Bien sûr, nous parlons de toute autre chose à présent et nous nous dirigeons tout droit du côté du Togo où le président togolais Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et bien sûr a nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête même de l'armée selon plusieurs décrets présidentiels, lui-même à la télévision d'État. Précision dans ce reportage. Le président togolais Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée, selon plusieurs décrets présidentiels lus à la télévision d'État. Les décrets ne précisent pas les raisons de ce large remaniement, qui survient justement au moment où le pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à la menace croissante des groupes djihadistes. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtriers dans l'extrême nord du pays, en proie à des insurrections des combattants djihadistes présents de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Marguerite Esso-Simna Nyagabe est relevée de ses fonctions de ministre de l'Armée, selon le premier décret présidentiel qui précise seulement qu'elle est appelée à d'autres fonctions. Le ministre des Armées sera désormais directement attaché à la présidence sous les ordres du président Gnassingbé, comme ce fut le cas de 2007 à 2020, ajoute le troisième décret. Il n'y aura donc pas de nouveau ministre des Armées. Le colonel Tassundi Chato, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, est quant à lui promu général et nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises, d'après le 4e décret présidentiel. Il remplace ainsi
le général Dadja Maganawe, nommé à ce poste le 6 décembre 2020. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et les États côtiers voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire qui s'inquiètent depuis plusieurs années de débordements de la violence sur leur territoire. Le Togo a été frappé mi-juillet par une attaque sanglante qui a fait plusieurs morts selon l'armée. Des médias locaux avaient quant à eux évoqué des bilans allant de 15 à 20 civils tués. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne For You Media Africa et vous regardez bien sûr le grand journal du week-end que nous poursuivons donc du côté du Mali et de la Côte d'Ivoire. Affaire des 46 militaires ivoiriens, on en parle encore. Mission réussie pour la délégation ivoirienne rendue du côté du Mali afin d'initier le dialogue dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne depuis le mois de juillet 2022. Bamako et Abidjan accordent donc finalement leur violent et même signe un document ouvrant la voie à une négociation pouvant aboutir à la libération de ces soldats. C'est du moins ce que nous dit Kouetchou dans ce reportage. Écoutez. La tumultueuse affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali est-elle en passe de connaître un dénouement heureux? Tout porte à y croire, le Mali et la Côte d'Ivoire viennent de signer un mémorandum d'accord pour promouvoir la paix entre les deux pays. Le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le jeudi 22 décembre la délégation mixte ivoiro-togolaise, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Atene Ouattara, qui est par ailleurs frère du président ivoirien Alassane Ouattara. Représentant du président Faure Gnassingbé, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Ducet, faisait lui également partie de cette délégation au sein de laquelle il endosse la casquette de médiateur. Les tentatives de médiation passées jamais n'avaient porté de fruits. L'approche gagnante cette fois, une rencontre dans un esprit fraternel de compréhension mutuelle selon Tene Ouattara de sortie d'audience, remerciant au passage le président Assimi Goïta de lui avoir permis de transmettre le message du président Ouattara afin de trouver une solution à ce qu'il a qualifié de malentendus entre les deux pays. Côté malien, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait remarquer que depuis quelques mois, les deux pays sont dans cet exercice de discussion. Un incident malheureux, selon le colonel Assimi Goïta, qui a rendu difficiles les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La voie diplomatique, jusqu'ici fermée et finalement empruntée par le Mali et la Côte d'Ivoire, laisse entrevoir désormais une possible libération des 46 soldats ivoiriens avant le mois de janvier 2023, comme l'a exigé en début décembre la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure, eh bien l'ONU appelle à un dialogue censé aboutir à un règlement de conflit. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont donc appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue, à assurer le calme sur le terrain et bien sûr à accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment à un cadre constitutionnel conduisant bien sûr à des élections. Reportage. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue, à assurer le calme sur le terrain et à accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment à un cadre constitutionnel conduisant à des élections. C'est ce qui ressort du moins dans une déclaration des membres du Conseil de sécurité publiée sur les réseaux sociaux le mercredi par la Commission des Nations Unies en Libye. La déclaration indique par ailleurs que les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur grave préoccupation face à la persistance de l'impasse politique en Libye et leur déception face à l'incapacité à stabiliser le pays, en raison justement de ce désaccord entre les institutions de l'État concernant notamment la loi électorale. Les élections du 24 décembre 2021 ont été suspendues après, bien sûr, que celles-ci ont été fixées dans le cadre du forum de dialogue politique entre des parties au conflit qui s'est tenu pour la première fois en novembre 2020 en Tunisie sous l'égide de l'ONU avant de se conclure à Genève.
Les membres du Conseil ont exprimé leur soutien au représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Batili, et à ses efforts pour insuffler un nouveau élan au fragile processus politique en Libye. Ils ont donc appelé les parties libyennes et les autres principales parties à engager un dialogue avec Batili et surtout entre elles à assurer le calme sur le terrain et à collaborer pour accélérer la conclusion d'un accord permettant de parvenir à un règlement politique prévoyant notamment un cadre constitutionnel pour la tenue prochaine d'élections. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leurs engagements à soutenir le dialogue entre Libyens dans le but de former un gouvernement unifié qui gouverne les parties du pays et représente l'ensemble du peuple. Élection présidentielle 2023 du côté de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi ne renonce pas à ses ambitions présidentielles. Écarté lors du dernier scrutin organisé sous la magistère de Joseph Kabila, l'ex-gouverneur du Katanga a vu sa candidature retenue pour bien sûr défendre les couleurs d'ensemble pour la République lors du congrès du parti, et également marqué par une coupure avec le camp de Kabila. Reportage Assam Zili. Moïse Katumbi représentera les couleurs du parti Ensemble pour la République lors de la présidentielle de décembre 2023. La candidature de l'ex-gouverneur du Katanga a été validée lors de la clôture du congrès de la formation politique créée par ce dernier en 2019. Étaient présents à cette cérémonie de nombreuses personnalités de la sphère politique congolaise, dont Manterme Fayoulou, candidat malheureux du dernier scrutin présidentiel. Le programme présenté par le richissime homme d'affaires a retenu l'attention de ces challengers qui ont décidé de retirer leur candidature pour laisser la voie à celui qu'ils considèrent comme le plus habilité à causer l'explosion d'un développement durable en RDC. Ce congrès a également été marqué par la rupture avec le camp Tshisekedi. Le mouvement Ensemble pour la République se considère capable d'apporter une véritable alternative à la débâcle sécuritaire et socio-économique en République démocratique du Congo. Au total, 5 candidatures ont déjà été enregistrées pour le prochain scrutin présidentiel. Moïse Katumbi, pour rappel, avait vu sa candidature rejetée lors de la présidentielle de décembre 2018. Englué dans plusieurs démêlés judiciaires, il avait par ailleurs dénoncé l'ingérence du président Joseph Kabila dans l'organisation du scrutin. Nous parlons de toute autre chose. À présent, l'Union générale tunisienne du travail, le syndicat le plus puissant du pays, a averti le président que le second tour des élections législatives devra donc être reporté pour éviter tout chaos. La déclaration de l'UGTT était donc de jeudi, selon laquelle le nouveau Parlement n'aurait donc aucune légitimité, fait suite à un taux de participation record aux élections de samedi dernier où seulement 11,2% des électeurs éligibles sont allés voter. Écoutez plutôt ce reportage. La déclaration de l'UGTT, selon laquelle le nouveau Parlement n'aurait aucune légitimité, fait suite à un taux de participation record aux élections de samedi dernier, où seuls 11,2% des électeurs éligibles sont allés voter. Le manque de participation a conduit l'opposition tunisienne à demander au président Kais Saïd de démissionner. Le président Kais Saïd avait suspendu le Parlement dominé par l'opposition en juillet 2021, avant de modifier la Constitution pour affaiblir l'institution et la subordonner à la présidence, dans ce que l'opposition a d'ailleurs qualifié de coup d'État. L'UGTT, qui compte plus d'1 million de membres, ne s'est tout de même pas entièrement alignée sur Saïd, ni même sur l'opposition. Elle avait initialement soutenu les mesures prises par le président pour suspendre le Parlement, mais a retiré son soutien après que le président ait rédigé une nouvelle constitution qui a été adoptée lors d'un référendum faible au taux de participation en juillet. La Tunisie et la communauté internationale craignent désormais que le pays ne s'éloigne du régime démocratique après avoir été l'un des rares pays à suivre au printemps arabe. Le président Saïd, cependant, a déclaré que ses actions
était nécessaire pour lutter contre l'élite politique qui, selon lui, est responsable de la corruption et de la mauvaise économie de la Tunisie. Des seconds tours seront donc organisés dans la plupart des régions tunisiennes en février, après que seuls 21 candidats aient obtenu la victoire, a déclaré la commission électorale cette semaine, sans toutefois préciser la date du scrutin. Et bien sûr, c'est avec ce reportage que nous fermons cette édition d'information sur les antennes de For You Télévision Africa. C'était le grand journal du week-end. Restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.